Bonjour Michel Clément. Bonjour Antonin Godet. Bonjour, alors je suis ravie de vous recevoir pour cet échange qu'on va avoir ce matin sur le thème de la culture populaire. On va voir que le terme, vous allez un petit peu le discuter, même profondément tout à l'heure. Alors pour commencer, je voulais vous poser une question qui n'a pas été préparée du tout, une question surprise si on peut dire. Si je vous dis entre amis tout est commun, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça m'évoque Erasme, ça m'évoque Diogène, ça m'évoque ce communisme à la fois chrétien et cynique qui est très utilisé à la Renaissance. D'accord. Alors, vous utilisez un mot qui m'intéresse beaucoup, qui va me permettre de vous présenter un petit peu plus, puisque vous êtes, disons-le, professeur de la Renaissance, en littérature en particulier. Alors, on va y revenir, mais votre objet de travail, bien souvent, porte sur le fait de chercher des hommes ou de chercher des femmes qui ont été sur la place publique ou mis en dehors. Je pense par exemple aux cyniques dont vous avez parlé, à Diogène, ce grand philosophe de l'Antiquité, qui a été lu par la Renaissance, sur lequel vous avez travaillé, qui se cachait dans son tonneau un peu mythique pour alpaguer les Athéniens. Je pense aussi à cette émission que vous aviez faite sur Louise Labbé, sur France Culture, où vous parcouriez la ville de Lyon, on entendait les enfants qui jouaient, les voitures, et puis vous cherchiez un peu à recréer cette histoire de la vie de Louise Labbé. Donc, quelque part, vous cherchez un petit peu à aller sur l'agora, à amener sur la place publique des personnages qui ont existé, qui sont entourés d'une sorte de mythe et qui pourraient peut-être constituer ce qu'on appelle la culture populaire. Qu'est-ce que ça vous évoque, cet imaginaire de la place publique? Alors oui, tout à fait. C'est ça qui fait sens, c'est l'idée qu'il y a une agora, une place publique, un lieu où circule la culture. Alors, qu'elle soit populaire ne me semble pas le bon terme, mais l'idée qu'il y a des lieux où se croisent des individus, se croisent des objets culturels, se construisent des objets culturels par appropriation différenciée, par des groupes sociaux, par des individus différents, ça me paraît essentiel. Donc, effectivement, l'agora, ça peut être l'agora presque mythique, l'agora grecque sur laquelle Diogène erre avec sa lanterne à la recherche d'un homme. Ça peut être la place Bellecour ou les bords de Saône où se promenait Louise Labbé en entendant les cris des batelières, les cloches de Lyon, et où elle pouvait rêver au verre qu'elle était en train de forger. Donc oui, il y a des lieux où circule la culture, où s'entend la culture, comme le prêche aussi à l'église. Hein, le dimanche matin, le prêtre fait un sermon, et dans son sermon, il utilise des histoires, des narrations plaisantes, évidemment, pour accrocher, alpaguer, disiez-vous tout à l'heure, alpaguer les ouailles. Et là encore, la circulation de la culture se fait de façon commune, partagée par des classes sociales totalement différentes. Ouais. Et donc, c'est cette idée contre laquelle je souhaite travailler, c'est l'idée qu'il y aurait des étanchéités sociales et dans chaque groupe social, des cultures propres, imperméables aux autres cultures. Ça, c'est totalement improbable. La société est un processus de constitution permanent, de co-construction permanent, et la culture fait partie de cette co-construction et circule. Donc, en dehors de cette distinction de classe qui rigidifie et qui empêche la circulation. Hein. C'est une idée qui empêche de percevoir la circulation. Donc, en fait, si je comprends bien, une culture savante qui serait celle d'un chercheur, d'un érudit, disons-le de manière générale, culture savante propre à la Renaissance, qui est une culture très élitiste, et une culture qu'on dirait populaire, qui serait celle hors des murs des universités et des érudits. Vous voudriez créer un concept qui serait une sorte de culture commune, c'est ça? Voilà. Et je n'opposerai pas culture savante, culture des élites. Oui, c'est bien cette culture-là. Hein. D'un côté, la culture académique, ceux qui sont allés dans les collèges humanistes, ceux qui sont allés à l'université, ceux qui ont fait des études de droit, de théologie, de médecine, et puis les autres. Mais les autres, ça n'est pas le peuple, ça n'est pas nécessairement la culture populaire, ça peut être aussi l'élite aristocratique qui n'a pas du tout de culture académique. Ça peut être même la cour, ça peut être même le roi qui n'a pas cette culture en grec et en latin qu'ont les humanistes. Donc c'est pour ça que je conteste le mot populaire. Hein, il y a une culture de ceux qui ne sont pas savants au sens scolaire du terme,
universitaire du terme, et puis la culture de ceux qui ont été forgés par cette institution qu'est l'université ou qu'est l'école en général, à la Renaissance. Donc voilà, circulation entre culture savante, culture non savante, non scolaire, qui n'est pas nécessairement donc culture populaire, culture savante. Voilà, l'idée de culture partagée, culture commune, et de circulation dans les deux sens. Ce n'est pas toujours du haut vers le bas, hein, de ceux qui savent vers ceux qui ne savent pas, mais c'est aussi ceux qui sont censés ne pas savoir, en tout cas en termes scolaires, qui peuvent nourrir la culture de ceux qui savent. Alors, en tant que professeur et intellectuel, votre travail est donc d'écrire des livres pour amener justement chacune à réfléchir sur les objets populaires, les objets savants, les objets communs. Alors, quel est l'objet de votre livre exactement, puisque c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment, vous rédigez un essai sur la culture populaire, savante et commune. Alors, effectivement, c'est mon métier d'écrire des livres, mais c'est aussi mon métier d'enseigner. Donc les deux choses sont absolument liées et ça rejoint le problème de la place publique dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que dans une salle de classe, dans un amphi, dans une salle de cours, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de la circulation de la culture, plus facilement peut-être que dans les livres. Hein. Donc l'important, c'est d'essayer de mener aussi les deux, hein, d'enseigner, de faire passer quelque chose dans l'enseignement et de faire passer quelque chose dans les livres. Alors le livre en cours, le projet en cours d'écriture en ce moment, s'appelle, je ne sais pas encore exactement comment il va s'appeler, Culture commune. Au départ, c'était culture commune au XVIe siècle. Maintenant, je suis plus sur l'idée de culture partagée. Alors, je ne sais pas encore si c'est commune ou partagée, c'est très proche, évidemment. En tout cas, ça n'est pas culture populaire, c'est clair. Hein. Même si je préfère le terme pop, festival pop, culture pop, parce que ça a d'autres connotations que culture populaire, qui tout de suite a une connotation sociale écrasante. C'est ça que je vais éviter, hein. Donc, en évitant justement les ségrégations sociales culturelles d'emblée, ne pas les poser d'emblée pour essayer de percevoir la porosité. Donc l'enjeu de ce livre, ce serait de relire la Renaissance en évitant de la lire comme on est amené à la lire en tant que chercheur ou qu'enseignant, c'est-à-dire par des objets savants, avec des auteurs savants, des objets savants. Donc la lire de façon un petit peu modifiée, en déplaçant le champ, pour essayer de voir comment circulent, de façon justement peut-être circulaire, des objets culturels depuis le non scolaire vers le scolaire et vice-versa. Et est-ce que d'un point de vue plus psychologique, peut-être même un peu psychanalytique, vous avez l'impression d'attaquer quelque part la culture qu'on peut avoir de la Renaissance ou d'être en porte-à-faux par rapport à l'enseignement qu'on peut en faire aujourd'hui? Alors non, il n'y a pas ce côté agressif hein, qui serait de casser quelque chose et d'instaurer autre chose. Il y a l'idée de ne pas être obsédé par la culture érudite des humanistes. Elle est fondamentale. La Renaissance s'est construite sur ce mythe de la redécouverte de l'Antiquité et d'une érudition philologique impeccable, d'un accès à des langues et à un savoir qui est réservé à une toute petite élite. C'est vrai. Mais on est obsédé par ça, donc il faut juste un tout petit peu ouvrir le cadre et voir comment, on parlait d'Erasme tout à l'heure, entre amis tout est commun, si Erasme ramasse des adages, compile des milliers d'adages, c'est pas simplement des adages qu'il est allé chercher dans l'univers humaniste, dans l'univers savant. Il y a aussi une façon de ramasser une culture qui circule de manière beaucoup plus poreuse entre toutes les couches sociales. Donc les savants vont chercher du côté des non-savants pour faire leur compilation, en particulier dans les proverbes et sentences. Alors les adages, c'est une version quand même assez humaniste, parce qu'elle est rédigée fondamentalement en latin avec beaucoup de grec, mais ceux qui rédigent des compilations de proverbes et de sentences, comme Charles de Beauvel par exemple au XVIe siècle, en français, ceux-là vont chercher des expressions populaires, pour le coup, des expressions partagées, communes, qui sont les sentences de l'agora. Donc voilà, c'est cette idée-là, on peut déplacer cette idée d'une Renaissance élitiste et érudite en l'élargissant et en voyant comment son érudition s'est forgée parfois aussi en allant chercher ailleurs que dans le fond antique savant.